Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo pour réviser le CRPE et nous allons nous concentrer sur l'EPS et sur les modalités d'apprentissage en EPS. Donc les modalités d'apprentissage, en fait, c'est le choix d'une mise en œuvre pédagogique et ce choix est motivé par l'objectif d'apprentissage qui est défini en amont par l'EPE. Donc pour une même compétence, on va avoir différentes modalités d'apprentissage en fonction de l'objectif. Par exemple, en basket, si on fait une amélioration de la gestuelle de tir, on va être sur plusieurs ateliers où on va travailler ça, par exemple. Donc, on peut choisir dans les modalités d'apprentissage entre des grands groupes ou des petits groupes. Donc, les grands groupes, en général, c'est qu'on a une activité qui est proposée à l'ensemble du groupe classe et qui se mobilise donc pour un objectif commun, un projet de classe, par exemple. Cela permet de maintenir la motivation et donne du sens aux apprentissages. Le rôle des élèves peut être différent, on peut avoir des joueurs, des arbitres, des observateurs par exemple, et cela crée une unité au niveau du groupe classe. Mais on peut parfois aussi utiliser des modalités d'apprentissage en petits groupes. Donc dans les petits groupes, on peut faire différents types de groupes. On peut soit faire des groupes de confrontation, qui permettent donc une réflexion par l'émergence de points de vue divers et qui développent l'interaction entre les pairs. Les groupes se confrontent et doivent coopérer ensemble. Les individus à l'intérieur d'un groupe doivent coopérer pour confronter un autre groupe. Ensuite, il y a les groupes d'inter-évaluation, c'est-à-dire que les élèves s'observent, s'évaluent, communiquent, et en évaluant leurs pairs, les élèves s'approprient ces critères d'évaluation, auxquels ils seront ensuite soumis dans la séance. Cela permet de responsabiliser les élèves, et ça permet également de changer le regard vis-à-vis de l'évaluation et aussi de l'évolution qu'on attend. Attention, les critiques quand on évalue notre groupe doivent rester bienveillantes et constructives. Il n'est pas question d'être méchant et d'être blessant. Donc c'est important d'avoir des critères assez définis qu'on puisse noter, qu'on puisse vraiment évaluer de manière la plus objective possible. On peut également faire des groupes de besoins. Donc dans ces groupes de besoins, ils peuvent paraître parfois stigmatisants parce qu'en fait on fait des groupes en lien avec les besoins bien identifiés, mais ça permet à certains élèves qui sont éclipsés dans un grand groupe, par exemple, de s'exprimer davantage. Dans des groupes de besoins, on va avoir des élèves qu'on ne voit pas, par exemple, dans un grand groupe, prendre plus de responsabilités, avoir un rôle différent, être plus moteur et être effectivement davantage valorisé dans ce groupe. Attention, les fonctionnements en groupe, notamment avec ces groupes de besoins, sont limités dans le temps. On ne peut pas faire que des groupes de besoins tout le temps. Il est important de revenir ensuite au grand groupe. Donc ça, c'est très important. En fin de séance aussi, ce que je vous conseille, c'est de reconstituer les groupes classes afin d'avoir toujours cette unité de classe et de terminer vraiment avec le groupe classe sur la dernière activité proposée, la dernière tâche proposée par exemple. Ce qui est important aussi, c'est de faire varier ces différentes modalités. De ne pas faire tout le temps du groupe ou tout le temps du groupe classe. De faire du groupe d'intérêt d'évaluation, du groupe de besoins. De vraiment s'adapter et de faire varier ces modalités pour que la motivation reste présente et qu'il n'y ait pas justement un effet « Ah, ben je suis dans le groupe à besoin plus plus ou à besoin dans cette activité-là, donc je suis nul. » Donc voilà, ces raccourcis que les élèves peuvent faire. Donc c'est pour ça que c'est important de changer aussi ces modalités au niveau des groupes. Si on fait des groupes de confrontation, c'est vrai qu'on va avoir tendance à les équilibrer, ces groupes-là. Donc on aura vraiment un peu de tous les niveaux. Mais c'est pareil, il ne faut pas que ce soit toujours que des groupes de confrontation dans lesquels on a des élèves qui ne participent que très peu, puisqu'ils ne prennent pas le dessus dans leur groupe. Donc c'est pour ça que les groupes de besoins sont intéressants aussi. Ce qui est important aussi en EPS, c'est de gérer l'hétérogénéité du groupe. Donc effectivement, il y a des élèves qui ont des capacités très différentes, des ressources différentes. Donc par exemple, on a des différences de croissance qui sont très marquées en maternelle et en primaire. On a aussi différentes peurs. On peut avoir la peur de l'eau, la peur du vide. On a aussi des stéréotypes sociaux. On a tendance à dire que par exemple en sport, les garçons sont considérés comme plus forts, chose à laquelle bien sûr je n'adhère pas du tout. Mais effectivement, il y a quand même des différences physiologiques entre les filles et les garçons à prendre en compte. Et ensuite, il y a bien sûr la perception qu'on a aussi de son corps, de son activité. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre en compte ces différentes spécificités. Et c'est donc important de différencier. Donc la différenciation, je vous rappelle, c'est la mise en œuvre de procédures d'apprentissage qui permettent aux élèves d'atteindre un même objectif avec des conditions de réalisation différentes qui sont adaptées à leurs propres capacités.
Donc ça, c'est très important de différencier dans toutes les matières, que ce soit en français, en maths ou en EPS. Ça, c'est très très important de le mettre en place, de proposer des différenciations adaptées à chacun pour que chacun puisse progresser vers un même objectif avec un chemin différent. Bien sûr, il y a quand même des règles collectives au sein du groupe et ensuite on différencie lors des activités sur des consignes, par exemple, des critères de réalisation. C'est important aussi donc de construire des parcours individuels pour les élèves qui progressent à leur rythme. Souvent, on préconise de proposer plusieurs variantes, des variantes plus pour justement les élèves qui arrivent très bien dans une activité demandée, de complexifier, et des variantes négatives pour simplifier pour des élèves qui auraient par exemple plus de difficultés en termes de, par exemple, de déplacement, en termes d'activité motrice et tout ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir toujours des variantes adaptées. Il y a aussi donc voilà, ces groupes qui vont permettre de différencier, donc la formation des groupes comme on a vu juste avant, mais il y a aussi la tâche, on va varier les différentes contraintes d'espace par exemple et de temps. Peut-être que pour un groupe, on va laisser plus de temps parce que par ce temps en plus, ils vont y arriver davantage, ils vont pouvoir pratiquer davantage et donc arriver à atteindre l'objectif. Pareil, on peut aussi augmenter l'espace. Si on se rend compte qu'un groupe n'arrive pas à se faire de passe dans un espace qui est plutôt prévu pour, qui est restreint, on va peut-être, en basket par exemple, on va peut-être élargir cet espace pour justement que ce groupe-là puisse y arriver, ces élèves-là puissent y arriver. Et bien sûr, on doit prendre en compte aussi le degré de fatigabilité des élèves qui varie selon les jours aussi de la semaine et selon les semaines également. Bien sûr, l'enseignant il a un rôle aussi d'étayage auprès des élèves en EPS comme dans les autres matières. Et donc là aussi, peut-être que pour certains, on aura besoin d'interventions visuelles, d'interventions orales plus fréquentes, de lui montrer aussi davantage, de lui remontrer les mouvements, d'encourager, de pousser derrière, d'être vraiment sur des feedbacks positifs, donc des retours positifs. Donc ça, c'est très important aussi pour différencier et pour gérer l'hétérogénéité d'une classe et donc l'hétérogénéité qu'on va avoir en EPS aussi. Ça, c'est très important. Et il faut aussi valoriser, bien sûr, les élèves qui réussissent. Ce qui est très intéressant aussi, c'est l'auto-évaluation. Proposer aux élèves de s'auto-évaluer après une performance. Cela permet justement d'avoir un regard critique sur soi-même et de pouvoir soi-même se valoriser, soi-même se mettre en confiance. Voilà par rapport à ça. On se retrouve très rapidement pour des prochaines vidéos sur le sport, mais également sur les épreuves d'entretien d'EPS. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.